Ça marche cette affaire? Ouais, ça marche. Bon, bonjour à tous. On commence avec un peu de retard, mais on commence jamais à l'heure, de toute façon. On vous remercie très sincèrement d'être présents. Je ne vais peut-être pas commencer par faire des remerciements alors qu'on n'a pas commencé la journée, mais je voudrais quand même avoir un petit mot pour Margot Orange qui nous assiste sur l'organisation de cette journée. Je le redirai tout à l'heure. Et franchement, sans eux, ce serait totalement impossible. Donc encore merci, Élise, parce que vraiment, une grosse partie de la journée, c'est grâce à toi. Hein. Environ 92%. Donc on est vraiment ravis de votre présence. Alors l'éducation thérapeutique et l'association Asthme Allergie, c'est une histoire ancienne. Asthme Allergie a créé les écoles de l'asthme. J'étais pas né, je crois. Hein. C'était... merci. Et donc c'est vraiment l'ADN de l'association. Et l'éducation thérapeutique, vous la vivez au quotidien. C'est pas quelque chose de facile. C'est souvent... pas de poste dédié, une espèce d'organisation un peu comme on peut dans les services. Et c'est pourtant quelque chose de totalement essentiel pour les patients. Je crois que en diabéto, prendre en charge un malade diabétique sans éducation thérapeutique, c'est pas concevable. Alors que dans l'asthme, ça nous pose pas de soucis, alors qu'en fait, finalement, fondamentalement, ça ne l'est pas. Et alors, entrée superbe et remarquée. Je vous propose d'accueillir le professeur Colas Cherakian. Oh, qui est-ce qui a fait ça? Il est fort. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Et je disais donc l'éducation thérapeutique, vous la vivez au quotidien, c'est pas quelque chose de facile, encore une fois. Donc, on a souhaité monter ces journées. Alors, ces journées existaient il y a déjà quelques années. Et se sont un peu perdus dans la nébuleuse des difficultés financières, d'agenda, de tout ce qu'on veut. On les a relancés, ce sont les 3e. Les objectifs de ces assises sont assez clairs, c'est replacer l'éducation thérapeutique, bien sûr, dans la prise en charge du patient, mais c'est aussi petit à petit faire en sorte qu'il y ait un réseau d'éducation thérapeutique liée comme ça autour de la pathologie asthmatique et des allergies, et que les gens apprennent à se connaître. Et vous verrez tout à l'heure, on a monté un outil qui permettrait peut-être, là aussi, de créer un annuaire et de faire en sorte que les gens apprennent à se connaître, apprennent à se rencontrer, apprennent à discuter, apprennent à échanger, parce que quand on regarde un peu les outils qui sont utilisés dans les éducations thérapeutiques, c'est pas tout à fait des outils ultra modernes. Je pense qu'il y a pas mal d'éducations thérapeutiques qui utilisent encore la mallette GSK il y a déjà quelques années. Donc voilà les objectifs de ces journées. Alors après, on a mis en place un programme. Et à chaque fois, on essaye de trouver un axe à ce programme. Alors, je ne sais pas si ça marche, cette merde. Ouais. Si, ça marche. On essaye de mettre en place un programme. Alors évidemment, j'avais oublié cette diapositive, mais cette journée, elle dépend beaucoup de Margot Orange et beaucoup également des soutiens qui sont affichés ici. Et encore une fois, il y a peu de manifestations autour de l'asthme et des allergies qui peut se faire sans les industriels. Et encore une fois, on n'est pas totalement indépendants, nous, Asthme Allergie, pour organiser ce genre de manifestations. Alors, le discours introductif, je vais essayer de le limiter parce que je peux parler longtemps. Ensuite, on va ouvrir les assises avec Olivier Smadja, qui travaille à Santé publique France, qui a pas mal œuvré dans la lutte contre le tabac. L'axe de la journée, c'est la motivation. Alors, la motivation, c'est quelque chose de tous les jours, quand on se lève, des fois, il faut la trouver. Mais la motivation, quand on est malade, quand on est asthmatique, il y a des jours, c'est plus difficile que d'autres. Et donc, on va essayer de discuter de la motivation autour des patients asthmatiques. Santé publique France, c'est un organisme qui nous sera présenté rapidement, mais qui a un soutien fort d'Asthme et Allergie. Et donc, c'est pour ça que c'était important pour nous d'avoir Olivier Smadja avec nous aujourd'hui. Ensuite, Christine présentera une enquête qu'on a faite sur la motivation et puis on lancera notre réseau d'éducation thérapeutique.
On a voulu aussi discuter des vaccinations parce que c'est quelque chose qui est difficile. On a bien senti avec le Covid que la vaccination Covid, c'était quelque chose de différent et que les gens souvent nous disent « Ah bah la grippe, oui, pas de souci, je le fais tout le temps, mais le Covid, hors de question ». Nous, il n'y a pas très longtemps, on avait dans le service un patient qui était sous Optiflo à 60% sur un Covid. Et je lui ai demandé s'il était vacciné. Il m'a dit bah non, ça va pas, je ne veux pas m'emmerder avec ces trucs dangereux. Alors que le mec avait un Covid, il avait été hospitalisé 3 semaines, il était encore sous Optiflo. Donc quand même, on a un peu l'impression que la motivation autour de la vaccination, c'est quelque chose qu'il va falloir aborder peut-être différemment. On a toujours des ateliers où on a demandé aux pédiatres d'aborder la motivation de l'enfant et des parents, qui est un sujet difficile. On a demandé également à l'IPA de Versailles, Anne-Sophie Tavernier, et à notre psychologue d'aborder un peu les phases de transition et de voir un peu comment on pouvait maintenir la motivation de l'adolescent et de sa famille. Et plus qu'aborder la psychologie de l'adolescent, ce sera plutôt d'aborder la phase de transition auquel on est maintenant de plus en plus confrontés, puisque les patients grandissent avec leur asthme. On a essayé également d'aborder la communication motivationnelle, ce qui est l'entretien motivationnel, qui est un élément important de l'éducation thérapeutique. Et on a une deuxième série d'ateliers qui concerne l'asthme sévère, avec doit-on prendre en charge l'asthme d'abord ou les comorbidités. En gros, est-ce qu'on peut mettre un patient asthmatique fumeur sous biothérapie? On a voulu également aborder l'observance et la motivation dans l'accroche au traitement. Et également discuter de la communication autour d'une séance d'éducation thérapeutique, comment on peut se faire connaître, se faire aider et se faire entourer en utilisant les réseaux sociaux. Et puis on a une dernière plénière qui sera l'avis du psychologue. Personnellement, je pense qu'un centre d'asthme sans psychologue, c'est compliqué. Les asthmatiques sévères sont quand même dans la difficulté. Les allergiques, un petit peu moins, mais quand même, ça reste des maladies chroniques qui sont envahissantes. Quand on a une obstruction nasale, des troubles de l'odorat, c'est là aussi particulièrement invalidant. Et donc, on a voulu aborder le soutien psychologique qu'on pouvait apporter aux patients, mais également à leur famille. Voilà. Donc là, je pense que j'ai beaucoup parlé. L'organisation, peut-être certains d'entre vous étaient sur les éditions précédentes. On est ici sur l'amphi Abbé Grégoire, qui est un amphi, c'est pas mal, hein. On a hésité entre les amphis de Tolbiac et ici, et finalement on est venu ici. Vous verrez ici, ça c'est la salle des textiles. Vous êtes venu par là par la cour d'honneur, et la salle des textiles est juste ici. C'est également une assez jolie salle. Et là, après, les salles des ateliers, c'est des salles qui sont un peu plus communes, mais qui ont l'avantage d'être totalement équipées, vidéo et tout le tralala. Quoi d'autre? Eh bien voilà, on vous remercie très sincèrement d'être ici et d'être avec nous pour cette journée. Et on espère que ça va vous plaire. Voilà, merci encore. Je vais dire un petit mot. Donc Olivier, merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour aborder le thème de la motivation et pourquoi on a choisi la motivation, et puis je vais me permettre de te tutoyer même si on ne se connaît pas depuis très longtemps, et si tu avais également la gentillesse de nous présenter un petit peu Santé publique France, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse, et puis pour nous c'est une collaboration importante. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Effectivement, avant de vous parler de la motivation, je vous dis un mot de Santé publique France. Donc Santé publique France, c'est l'Agence nationale de santé publique. Je ne sais pas si vous êtes familier de l'univers des agences, parce que finalement c'est aussi un mot du langage commun. Quand on parle d'agence, on désigne classiquement les opérateurs de l'État. Peut-être que vous en avez entendu parler dans l'actualité. Les opérateurs de l'État, donc, ce sont des structures qui dépendent d'un ou de plusieurs ministères
et qui ont un certain nombre de missions. Et donc, pour ce qui concerne Santé publique France, on est un opérateur sous tutelle du ministère de la Santé. On est ce qu'on appelle un peu pompeusement une agence d'expertise et on est le résultat de la fusion de différents opérateurs et on a quasiment une dizaine d'années maintenant. On est le résultat de la fusion de l'Institut de veille sanitaire qui avait des missions de surveillance épidémiologique, de la fusion de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé qui avait essentiellement des missions de prévention, promotion de la santé, de la fusion de l'établissement de préparation de la réponse aux urgences sanitaires, qui gérait un stock stratégique de produits de santé et les réservistes, la réserve sanitaire. Et on est le résultat de la fusion d'Addiction Drogue Alcool Infoservice, qui est un opérateur qui gère des dispositifs d'aide à distance qui s'appellent Drogue Infoservice, Alcool Infoservice, Joueur Infoservice et un quatrième dont le nom m'échappe. Donc on a fusionné en 2016, on a fusionné tous ces opérateurs pour s'appeler Santé publique France en reprenant ces missions, je dirais, les principales missions sont des missions de surveillance épidémiologique, de prévention, promotion de la santé, d'intervention dans les situations de crise. Et donc, on s'est créé sur le modèle des principaux opérateurs de la santé publique, particulièrement dans le monde anglo-saxon, sur le modèle des CDC américains ou d'une agence qui s'appelait avant au Royaume-Uni Public Health England et qui a changé de nom maintenant. En tout cas, l'idée en 2016, c'était vraiment de créer une agence qui puisse assurer un continuum de la surveillance à l'intervention. Et ce modèle, il a semblé aux décideurs publics particulièrement intéressant pour décloisonner la surveillance de pathologie. Et pour que cette surveillance de pathologie, elle soit connectée à des interventions. Et typiquement, pour le domaine sur lequel j'interviens, donc les addictions, la prévention des addictions, typiquement, ce qui nous semble pertinent, c'est de surveiller des indicateurs relatifs aux maladies cardiovasculaires, au cancer, aux maladies respiratoires et que ces indicateurs puissent être connectés à des interventions sur les grands déterminants de ces pathologies, particulièrement les consommations de tabac et ou d'alcool. Donc ça, c'est le modèle de Santé publique France. Donc la question, c'était pourquoi une agence de santé publique ? Finalement, pourquoi une agence ? Pour préserver autant que possible la santé des Français. Ce modèle de continuum, je dirais, c'est un modèle qui a globalement fait ses preuves dans les grands pays industrialisés pour préserver la santé des populations. Et globalement, ces agences qui travaillent sur la santé publique, elles interviennent en parallèle d'agences qui vont intervenir plutôt soit sur l'environnement, soit sur les produits de santé et ou l'alimentation. Voilà ce que je peux vous dire sur Santé publique France. On est organisé en grande direction métier, une direction qui s'occupe de prévention, promotion de la santé dans laquelle j'interviens, plusieurs directions qui interviennent sur la surveillance, maladies infectieuses, maladies non transmissibles, travail et environnement, et puis une direction qui s'occupe plus particulièrement des sujets alerte et crise. Et comme je crois que le titre de ce petit mot d'introduction, c'était Santé publique France, pourquoi, pour qui ? Santé publique France, en fait, c'est pour vous. J'ai envie de dire, Santé publique France a besoin de vous, puisque vous savez qu'on est dans un contexte où les opérateurs de l'État sont très challengés. Leur modèle, finalement, qui consiste à externaliser une expertise vis-à-vis des administrations centrales, ce modèle-là, il est très challengé.
Si vous pensez que c'est un modèle qui est utile, il faut vraiment que... C'est le bon moment pour vous manifester et dire que vous pensez que c'est utile d'avoir des agences d'expertise qui ne soient pas intégrées aux services centraux des ministères. Alors, on m'a demandé de vous parler de la motivation. Pourquoi aborder le thème de la motivation à vos assises de l'éducation thérapeutique? Je dois vous dire que je ne travaille pas du tout sur l'éducation thérapeutique. À Santé publique France, je vous le disais, je travaille dans une direction qui s'appelle la direction de la prévention, au sein d'une unité qui s'appelle Prévention des addictions. Et moi, je m'occupe de marketing social, je m'occupe de la coordination des campagnes sur les sujets tabac, alcool, drogues illicites, jeux d'argent et de hasard. Et vous l'avez compris, je suis assez loin des questions de l'éducation thérapeutique. Mais quand Gilles et Christine m'ont proposé de parler de motivation, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous parler un petit peu de la manière dont, de notre point de vue d'acteurs de marketing social, finalement, comment est-ce qu'on comprenait ce sujet de la motivation. Et j'ai essayé de construire une présentation qui regarde beaucoup dans le rétro. Je vous propose de vous résumer 50 ans de psychologie comportementale en 5 slides. La première question que je me suis posée, c'est finalement la motivation, qu'est-ce que c'est? La motivation, c'est finalement ce sur quoi on va s'appuyer pour justifier une action, un comportement ou un ensemble de pensées. La motivation, c'est aussi un processus donc qui va initier un comportement, qui va maintenir un comportement en vue d'atteindre un objectif ou, selon les modèles, on va dire de satisfaire un besoin. Et puis, un point qui m'a semblé intéressant, c'est qu'on parle parfois de la motivation, comme si on mettait des majuscules à l'article et à motivation, mais on parle aussi beaucoup de motivation au pluriel, parce que ce qui peut motiver, ce qui peut induire à changer de comportement, ça peut être finalement beaucoup de petits phénomènes qui vont permettre le passage à l'acte et le changement de comportement. Quel lien entre motivation et éducation thérapeutique? Il m'a semblé, mais ça vous le saviez, c'est plus moi qui me suis informé que la motivation c'était au cœur de l'éducation thérapeutique parce qu'elle permet l'implication du patient, parce qu'elle permet d'améliorer l'adhésion du patient au traitement, parce qu'elle contribue au changement de comportement, parce qu'elle contribue au maintien du changement de comportement et parce qu'elle permet de mieux comprendre finalement les ressorts des comportements des patients et donc de personnaliser les interventions. Le point auquel je me suis particulièrement intéressé, c'est la question du changement de comportement ou du maintien du comportement. Et donc j'ai essayé de décrire dans cette présentation quel lien on pouvait faire entre motivation et changement de comportement. Et donc, avant de vous parler de ces différents modèles ou théories, peut-être que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le comportement, il est souvent décrit comme un processus. Et ça, c'est un point qui est très important. Parce que si on considère que le comportement... Alors, pardon, parce qu'en fait, je dois te dire un petit mot, c'est qu'en fait, je vous disais que je ne connaissais pas du tout l'éducation thérapeutique du patient, mais je ne sais pas non plus qui vous êtes. Donc, si je dis des choses qui sont vraiment archi connues de vous, surtout manifestez-vous et je passe à la suite. C'est important de considérer que le comportement, c'est un processus, parce que si le changement de comportement, c'est en mode on-off, finalement, c'est assez difficile d'agir pour qu'on passe du mode off au mode on, et c'est assez difficile de prédire tout ce qui va pouvoir agir sur le changement de comportement. Et donc, dans les sciences humaines, on a vraiment considéré que le comportement et son changement, c'était un processus. Il y a plein de modèles, il y a plein de théories qui s'intéressent au comportement et au changement de comportement. La psychologie comportementale, elle naît vraiment au début du XXe siècle. Je dois vous dire que je ne suis pas remonté aussi loin.
Mais en tout cas, il y a vraiment des dizaines et des dizaines de théories qui s'intéressent au comportement et à leur changement. Moi, je n'ai fait un retour dans le temps que d'une cinquantaine d'années. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces modèles ou ces théories sur les comportements sont des points de vue, sont des focales sur des phénomènes, et que ça reste des points de vue qui sont partiels sur des sujets. Et surtout, ces modèles ou ces théories, ce ne sont pas des vérités révélées. C'est pas la Bible en matière de sciences ou de sciences comportementales. Et souvent, ces modèles, ils se construisent sur les modèles qui ont précédé. Certains de ces modèles vont se construire contre les modèles qui ont précédé. Certains de ces modèles vont agréger tout un tas de théories dans l'environnement des sciences comportementales. Et puis, la science, ça évolue, donc certains de ces modèles deviennent complètement caducs avec le temps. Et si vous vous intéressez à l'histoire des sciences, vous aurez observé, c'est particulièrement vrai en psychologie, que certains modèles psychologiques, même quand ils deviennent caducs, quand ils proposent un schéma de compréhension d'un phénomène qui est simple à comprendre, en fait, ces modèles vont souvent survivre dans, j'ai envie de dire, la compréhension globale d'un phénomène, parce qu'on arrive à expliquer un phénomène. Et même si scientifiquement on démontre que le modèle n'a pas de validité, en fait, il y a des vieilles idées qui peuvent rester dans les cerveaux. L'intérêt de ces modèles, finalement, c'est d'avoir un point de vue sur la reproductibilité des interventions. Un modèle dont l'intervention ne permettrait pas de reproduire les faits, même s'il permet de comprendre quelque chose, il n'est pas très intéressant quand on cherche à agir. Alors je vais vous parler, mais je vous l'ai dit très brièvement, ne vous inquiétez pas, de 5 modèles ou 5 théories. Théorie de l'autodétermination, le modèle transthéorie, comportement planifié, modèle prime, un modèle qui s'appelle COMBI. Je les ai mis dans l'ordre chronologique pour que ce soit facile à retenir. Je ne sais pas si vous êtes familier de certains de ces modèles. Le modèle transthéorique, je suis sûr que vous le connaissez. Oui ? Autodétermination, ok. Alors, je vous aurai à chaque fois 2 slides, une slide avec la représentation graphique du modèle, comme ça vous saurez la reconnaître quand vous la verrez dans des articles, et puis une slide de narratif qui explique un peu ce que c'est que ce modèle. Ça, c'est souvent la représentation de la théorie de l'autodétermination. C'est une théorie qui est née dans les années 70, donc c'est des modèles que je vous présente aujourd'hui, c'est le modèle le plus ancien, mais comme je vous le disais, il y a des modèles de comportement, de description des comportements qui datent de 1910, donc il y avait encore plus vieux. C'est, comme quasiment tous les modèles que je vais vous décrire ce matin, un modèle anglo-saxon, donc celui-là il est américain. C'est un modèle qui vient des sciences sociales et qui cherche à comprendre le rôle de la motivation dans le changement de comportement. Ce modèle, il est en fait, on dit la théorie de l'autodétermination, mais cette théorie, c'est l'agrégation d'un certain nombre de modèles, et donc dans cette théorie, il y a plusieurs micro-modèles. Vous l'avez vu dans sa représentation graphique, globalement, il y a 3 grandes idées: le fait qu'on n'est pas motivé, qu'on a des motivations extrinsèques et qu'on a des motivations intrinsèques. Globalement, le sens de ce modèle, c'est que pour changer de comportement, il va falloir assurer une transition de motivation extrinsèque à motivation intrinsèque. Et donc, ce modèle théorique qui parle vraiment de motivation, finalement, il va essayer d'internaliser la motivation. Et j'ai envie de dire, l'idée de ce modèle, c'est que les motivations, extrinsèques ou intrinsèques, elles viennent répondre à des besoins fondamentaux. Et c'est aussi un modèle qui est intéressant parce que parmi ces besoins fondamentaux, on trouve l'autonomie, qui est aussi un concept clé de l'éducation thérapeutique du patient. Alors le modèle transthéorique, celui-là, comme l'autodétermination, c'est aussi un modèle assez ancien.
Je pense que c'est aussi un modèle que vous connaissez, peut-être que vous ne saviez pas qu'il s'appelait le modèle transthéorique, mais en tout cas c'est le modèle qui essaye de décrire les phases du changement de comportement. Vous aurez le support, hein, ne vous embêtez pas à prendre des photos de... Enfin, je dis vous aurez le support, je parle sous votre contrôle. Ce modèle transthéorique, donc, en gros, il apparaît... Enfin, les premières publications datent du début des années 80 par deux psychologues, Prochaska et Di Clemente, ces noms vous sont familiers, j'en suis sûr. C'est un modèle qui est vraiment intéressant parce que c'est un modèle qui est très intégratif. C'est un modèle vraiment qui ratisse très large et qui va essayer d'intégrer des théories psychologiques qui n'ont vraiment... je ne sais pas si on peut dire qu'elles n'ont rien à voir, mais en tout cas qui sont à l'opposé du spectre des modèles en psychologie, qui va des théories comportementales jusqu'à la psychanalyse. Et donc ce modèle transthéorique, il intègre 18 théories psychologiques, donc c'est quand même pas mal en termes d'efforts conceptuels. C'est un modèle qui est souvent repris dans les recommandations de bonnes pratiques. Je vous le disais, Gilles le disait, j'ai beaucoup travaillé sur le tabac, donc dans la recommandation de la Haute Autorité de Santé sur le sevrage tabagique, c'est un modèle qui est repris dans les stratégies efficaces en première intention. On dit souvent qu'il y a 6 étapes dans ce modèle, mais en réalité, c'est une théorie qui a aussi beaucoup évolué et selon les auteurs et selon leurs différentes publications, on peut trouver de 5 à 12 étapes dans ce modèle. Et l'intérêt de ce modèle, c'est que dans la description des étapes du changement de comportement, les auteurs proposent des stratégies à adapter pour les professionnels qui le pratiquent. Et donc, ils proposent différentes stratégies pour permettre aux personnes de passer d'une étape à une autre. Alors, l'idée de ce modèle, c'est que, évidemment, on peut progresser dans ces différentes étapes, mais on peut aussi régresser d'une étape à une autre. La motivation dans ce modèle, c'est pas une étape. La motivation, c'est un levier qui est particulièrement promu par les auteurs, notamment dans cette phase qui s'appelle la phase de contemplation, qui est un peu la phase qui précède, dans cette compréhension, une phase de préparation. Donc le moment, finalement, où on se dit ça pourrait être utile que je fasse tel comportement. Au moment où je forme cette pensée, l'idée c'est que faire le point sur mes motivations, ça peut m'aider à me dire, alors, pour adopter tel comportement, il faudrait que je fasse ceci et cela. Donc là, la motivation, nourrir la motivation de la personne, c'est conçu comme un levier pour passer d'une étape à une autre. La théorie du comportement planifié, vous connaissez ce modèle ? Non. Alors, l'idée de le principal apport de cette théorie du comportement planifié, qui là, pour le coup, vous voyez, on fait à chaque fois des sauts d'une dizaine d'années. Je dirais que le principal apport, le principal apport de ce modèle, c'est la notion de norme subjective. Je m'excuse auprès de vous parce qu'en faisant un résumé sur une slide de théorie psychologique, évidemment, je dis des choses vraiment à très très gros traits et donc évidemment un peu fausses. Mais ce que je voudrais essayer de faire, c'est essayer de vous montrer un petit peu comment ces différents modèles évoluent et à chaque fois l'apport des uns par rapport aux autres. Dans ce modèle, donc, on est aussi dans une logique de planification. Donc ça veut dire qu'on considère qu'on va passer d'un état à un autre. Mais contrairement à Prochaska et Di Clemente, finalement, ce modèle ne considère pas tellement qu'on va passer du stade 1 à 2, 3, 4, 5, etc. Donc, ce modèle considère qu'il y a des interactions entre ce qui s'appelle l'attitude,
les normes, la norme perçue. Donc la norme perçue, c'est l'opinion des proches sur un comportement, la perception de la personne. Et puis un point qui est très important, la croyance dans la capacité de la personne à réussir à changer de comportement. Et donc dans ce modèle, on a attitude, normes, sentiment d'auto-efficacité qui permettent de former une intention, et cette intention, elle est précurseur du changement de comportement. Et donc dans ce modèle, la motivation, vous voyez qu'elle n'est pas décrite en tant que telle, la motivation, elle trouve sa place dans le moment où on a formé une intention à l'étape suivante, je dirais le moment où on change de comportement. Tous ces modèles, ce sont des modèles du siècle dernier. Pour le modèle transthéorique, vous avez vu qu'il a encore une actualité. La théorie du comportement planifié, c'est un modèle théorique qu'on utilise beaucoup quand on fait du marketing, notamment pour essayer du marketing, je parle de marketing social, donc du marketing qui s'intéresse à la santé publique, mais sûrement aussi quand on fait du marketing commercial. En tout cas, quand on fait du marketing social, cette théorie du comportement planifié, elle est aussi utile parce que quand on s'intéresse au levier sur lequel on va agir, on regarde beaucoup cette question de la norme perçue. Et il y a des sujets pour lesquels on va essayer d'agir sur la perception de la norme pour essayer d'informer les personnes sur le fait que, par exemple, tel type de comportement, finalement, il n'est pas si répandu dans la population. Donc l'intérêt de ce modèle, vous voyez qu'il date des années 90, c'est vraiment cette question de normes, et c'est un modèle qui a encore une actualité. 21e siècle, le modèle qui s'appelle Prime, ça vous dit quelque chose? Non. C'est un modèle qui a été développé par un psychologue américain qui s'appelle Robert West. Peut-être que vous connaissez son nom. Pardon, il n'est pas du tout américain, il est britannique. Et il est même anglais. Et donc, Robert West, il s'intéresse beaucoup au sujet de l'arrêt du tabac. Et peut-être avant de vous raconter ce qu'il y a sur ma slide, ce qu'il faut retenir de ce modèle de Robert West avec sa théorie Prime, c'est qu'en fait, ce modèle, il prend à rebours le modèle de Prochaska et Di Clemente, où on passe de l'étape 1 à l'étape 2, à l'étape 3, etc. Globalement, dans ce modèle Prime, Robert West, il considère que finalement, il faut bombarder les personnes pour lesquelles on attend un changement de comportement. Il faut allumer en permanence le clignotant de l'intérêt à changer. Et donc, on a intérêt à susciter des motivations en permanence, qu'elles soient proches ou éloignées d'un changement de comportement. Dans son modèle, Robert West considère que si on allume en permanence le clignotant du changement de comportement, finalement, on peut obtenir un changement de comportement anticipé par rapport à ce que décrivaient des auteurs comme Prochaska et Di Clemente. Donc finalement, Robert West, il considère que même si on est dans une étape de pré-contemplation, on peut arriver, sans passer par les étapes 2, 3, 4, on peut arriver immédiatement à l'étape du changement de comportement. Ce modèle Prime, c'est un modèle qui est assez complexe, et en plus, pour que ce ne soit pas trop simple, les mots veulent dire un peu autre chose que ce qu'on imagine qu'ils veulent dire. Plan, ça ne veut pas dire plan, ça veut dire intention. Réponse, ça ne veut pas dire réponse, ça veut dire comportement. Impulse, ça ne veut pas dire impulsion, ça veut dire envie. Motivation, ça marche. Et évaluation, ça veut dire croyance. Et pour finir de le rendre plus complexe, ce modèle, il s'appelle Prime. Mais pour le comprendre, en fait, donc Prime, vous voyez les initiales, mais en fait, bien qu'il s'appelle Prime, pour comprendre ce qu'il raconte, il ne faut pas vraiment lire Prime, il faut le lire un peu différemment. Il faut lire un peu Pémir pour essayer de mettre les initiales dans le bon ordre. Et finalement, Pémir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, le M de motivation, il est au centre de la réponse qui est
attendu, donc il est au centre du changement de comportement. Et donc il faut comprendre que pour avoir un comportement, finalement, il faut intégrer les différentes étapes qui le précèdent. Donc former une intention. Ce que décrit Robert West, c'est que, évidemment, quand il parle d'envie ou de besoin, il parle de besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc le comportement va chercher à satisfaire un besoin. Et ce que décrit l'auteur, c'est que la perception qu'on a de soi, c'est un levier aussi puissant que la satisfaction de besoins fondamentaux en termes d'adoption de comportement. Et évidemment, la motivation dans ce modèle, c'est un point qui est vraiment central. C'est vraiment le cœur du réacteur de ce modèle Prime. Pour le coup, Robert West, c'est vraiment quelqu'un qui ne parle pas de motivation au singulier, il ne parle de motivation qu'au pluriel, comme je vous le disais, parce qu'il considère que finalement, toutes les motivations sont bonnes à prendre. Donc, quand on est professionnel de santé au sens large, finalement, on a intérêt à susciter ou s'appuyer sur toutes les motivations qu'un patient va pouvoir générer. Et en matière de sevrage tabagique, peut-être un dernier mot pour vous dire que c'est vraiment le modèle qui est le plus utilisé, en tout cas c'est le modèle sur lequel il y a le plus de publications scientifiques. Et donc c'est un modèle qui a réussi à démontrer assez largement la preuve de l'efficacité de sa compréhension sur le changement de comportement. Et c'est un modèle qui permet d'avoir, je dirais, des très bons taux de succès dans le sevrage tabagique. Dernier modèle, le modèle COMBI. Ça vous dit quelque chose ? COMBI, alors donc ça se dit COMBI à l'anglo-saxonne, c'est aussi un modèle britannique. On retrouve Robert West parmi les papas de ce modèle, Robert West et Susan Michie. Donc c'est le modèle le plus récent que je vous présente. Il y a peut-être des modèles qui datent des années 2020, mais en tout cas on ne retrouve pas encore aujourd'hui dans les publications scientifiques, on ne retrouve pas encore aujourd'hui de modèles plus récents qui arrivent à publier pour démontrer la preuve de leur efficacité. Donc dans COMBI, qu'est-ce qu'on raconte ? On considère que le changement de comportement, c'est un peu le résultat. Donc le comportement, c'est le B. Le changement de comportement, c'est le résultat de la capacité, l'opportunité et des motivations. Et donc, dans ce modèle, les auteurs s'intéressent particulièrement à cette notion d'opportunité. Donc en fait, il ne suffit pas d'avoir les deux autres lettres qui agissent sur le changement de comportement, cette variable de l'opportunité sur le moment de changement de comportement, c'est un point que les auteurs regardent beaucoup. Donc la capacité, c'est évidemment l'aptitude physique ou psychologique. L'opportunité, c'est les facteurs externes, et puis la motivation. Donc Michie et West parlent de... Enfin, je crois que d'ailleurs c'est moi qui ai écrit conscient ou inconscient, mais évidemment ça ne veut pas dire inconscient au sens du modèle psychanalytique. Quand les auteurs parlent de motivation inconsciente, ce qui désigne, ce sont un peu des motivations dites automatiques, et les motivations conscientes, c'est ce qu'ils appellent les motivations réflexives. Et ces quatre domaines, donc comportement, capacité, opportunité et motivation, ces quatre domaines interagissent entre eux. Ouf. Donc, je vous l'ai dit, 50 ans de psychologie du comportement, et vous voyez une compréhension de la place de la motivation dans les comportements qui peut être très différente. La motivation, elle peut être centrale ou elle peut être finalement un peu annexe par rapport au changement de comportement. Ce que je voulais vous raconter, c'est un modèle dont on va vous parler aujourd'hui, c'est l'entretien motivationnel.
Ça, je pense que c'est une théorie que vous connaissez. Je dis théorie, mais en fait, ce n'est pas tellement une théorie, c'est plus une méthode de communication. Donc, les auteurs, c'est Rolnick et Miller. Vous voyez que c'est aussi un modèle qui est assez ancien. Les grands apports de l'entretien motivationnel, je pense que quand on est dans le domaine de la santé, c'est quelque chose à quoi on est très sensible, c'est une communication symétrique entre les parties. Donc on sort d'un modèle où il y a un professionnel de santé qui va être l'expert d'une pathologie et qui va dire à un patient exactement ce qu'il doit faire. Donc là, c'est, je vous le disais, une communication symétrique. Et un des leviers de l'entretien motivationnel, donc c'est l'ambivalence. On va chercher à explorer l'ambivalence pour faire émerger ce qu'on appelle le discours changement et donc lever les freins au changement de comportement. Pardon pour cet énorme résumé de l'entretien motivationnel, mais comme j'ai vu qu'on vous en parlait cet après-midi, je sais que vous aurez l'opportunité d'entrer plus dans le détail de ce que c'est l'entretien motivationnel. Dans mes dernières slides, ce que je vous raconte, c'est peut-être un point d'attention scientifique. On a vu plein de modèles. Ces modèles, je ne vous ai présenté que des modèles qui avaient suffisamment publié pour démontrer à un moment donné leur robustesse. Sur entretien motivationnel, il y a aussi beaucoup de publications. Et je fais vraiment là un petit focus sur le sujet arrêt du tabac. Mais évidemment, l'entretien motivationnel, c'est applicable à beaucoup de domaines de la santé. En matière de sevrage tabagique, donc l'entretien motivationnel, il figure dans la recommandation de la Haute Autorité de Santé. Alors, vous voyez que le grade d'entretien motivationnel, le niveau de preuve pour entretien motivationnel, c'est le niveau B. Donc, niveau B, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire présomption scientifique. C'est pas mal. Bon, mais c'est moins bien que A. En niveau A, la HAS a mis l'accompagnement psychologique, donc notamment les thérapies cognitives et comportementales, et puis les traitements de substitution nicotinique. Ce document, c'est 2014. Je vise un peu au pif. Vous connaissez cette base de données, la base de données Cochrane? Cochrane? Oui. Donc ça, c'est une base de données qui est intéressante. Vous avez l'URL du site. Cette base de données, elle est intéressante parce que finalement, quand on s'intéresse à un sujet, c'est une base de données qui s'est créée sur des sujets tabac puis addiction, mais qui aujourd'hui propose des méta-analyses ou des revues de littérature systématique sur beaucoup de sujets de santé publique. Donc, dans cette base de données, c'est intéressant de regarder l'actualité de tel ou tel type d'intervention, parce que finalement, ça permet de s'émanciper de la lecture d'une étude unique sur un sujet qui aura conclu à l'efficacité ou à l'inefficacité de telle stratégie. Et donc, c'est plutôt intéressant de regarder des agrégations d'études pour essayer de conclure à l'efficacité ou l'inefficacité de tel ou tel type de stratégie. Je vise un peu au pif, donc je ne sais jamais quand ça va marcher. Sur les... Voilà. Entretien motivationnel et sevrage tabagique, qu'est-ce qu'on trouve dans la Cochrane? Ne prêtez pas trop attention au texte en français. Donc la base de données Cochrane, elle est en anglais, et ça c'est une traduction par DeepL, un moteur d'intelligence artificielle. Mais je vous l'ai mis en français parce que j'ai pensé que ce serait plus facile à lire pour tout le monde. Donc il y a une méta-analyse qui date de 2019, donc elle est postérieure à la reco de la HAS, et elle se pose exactement cette question. Est-ce que l'entretien motivationnel, c'est efficace pour arrêter de fumer? Aïe. Qu'est-ce qu'on trouve dans la Cochrane? Pas assez d'informations disponibles pour dire que c'est efficace.
Les fumeurs étaient légèrement plus susceptibles d'arrêter de fumer si on pratiquait de l'entretien motivationnel plutôt qu'autre chose. Mais le point le plus négatif, il y a toujours un risque que entretien motivationnel réduise les chances de succès dans le sevrage versus d'autres thérapeutiques. Donc, c'est quand même assez inquiétant. On se dit finalement, est-ce que si je fais de l'entretien motivationnel pour aider un patient à arrêter de fumer, est-ce que je ne suis pas en train de lui retirer des chances? Est-ce que ce n'est pas une perte de chance pour le patient? Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de cette méta-analyse, mais en tout cas, elle avait fait grand bruit, parce que pour le coup, elle battait en brèche, d'une part, une pratique très répandue, et d'autre part, elle a été très discutée, cette méta-analyse, du fait de sa méthode que je vous fais apparaître ici. Bon, globalement, vous voyez dans cette méta-analyse, il y a 37 études. Ce ne sont pas systématiquement... vous savez ce que c'est un essai contrôlé randomisé? Ok, donc il y a peu d'essais contrôlés randomisés. Il y a peu de personnes, donc quand ils ont agrégé leurs études, il y a 15 000, ça représentait un effectif de 15 000 personnes. Pour que vous ayez un ordre de grandeur, dans les méta-analyses qui portent sur les traitements de substitution nicotinique, il y a quasiment 10 fois plus de personnes qui sont intégrées aux essais contrôlés randomisés qui sont agrégés. Il n'y a pas toujours, en termes d'évaluation, d'essais contrôlés randomisés dans ces études. Et puis surtout, gros problème, il y a une grosse hétérogénéité des personnes qui sont incluses. Donc on regarde des personnes qui vont avoir des coaddictions, des problèmes de santé, des maladies chroniques, qui vont être SDF, des personnes incarcérées, des personnes qui peuvent être très loin de l'arrêt du tabac. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est que tous ces paramètres, évidemment, ils ont un impact majeur sur le succès dans le sevrage. Donc même avec un traitement de type substitution nicotinique, par exemple, dont l'efficacité est largement démontrée, finalement, on sait qu'entre une personne qui aura une coaddiction et une personne qui n'en aura pas, les chances de succès dans le sevrage sont inférieures pour la personne qui présente des coaddictions. Toutes choses égales par ailleurs. Et par ailleurs, c'est vraiment sur ce dernier point que je voudrais attirer votre attention. Dans cette méta-analyse, qu'est-ce que c'était entretien motivationnel selon les interventions? En fait, on comparait, dans cette méta-analyse, des interventions qui variaient de 1 à 12 sessions. 1 à 12 sessions, on peut penser que l'intervention elle-même, elle est complètement différente. Les séances ont duré de 5 minutes à 8 heures. 5 minutes à 8 heures, ça fait vraiment la différence. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette méta-analyse dont vous voyez que les conclusions sont finalement assez discutables, et c'est finalement le principal point de ma présentation de ce matin. C'est que, vous l'avez vu, la motivation, elle est présente dans tous les modèles de changement de comportement. Il y a vraiment cette dimension de la motivation dans tous les modèles qui se sont successivement intéressés au changement de comportement. Donc évidemment qu'agir sur la motivation, quel que soit le modèle considéré, ça semble constituer un levier efficace pour obtenir un changement de comportement. Mais vous l'avez vu que dans tous ces modèles, la motivation, c'est un des leviers. Donc sûrement que pour obtenir un changement de comportement, il faut agir sur plusieurs leviers, et y compris des leviers qui ne sont pas des leviers individuels, mais des leviers environnementaux. Et je dirais ma conclusion sur le sujet entretien motivationnel, c'est que pour améliorer les chances d'efficacité de l'entretien motivationnel, il faut que ce soit une pratique structurée. Et donc, il ne faut pas résumer l'entretien motivationnel à juste, je dirais, un des outils de l'entretien motivationnel. L'entretien motivationnel, c'est une pratique à laquelle il faut être formé pour pouvoir la pratiquer de manière efficace. Et donc, ma conclusion, c'est qu'en fait, l'entretien motivationnel, pour que ça puisse aider les patients et pour que ce soit efficace en éducation thérapeutique, le plus important, je pense que c'est de s'y former. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. On voulait aborder la journée par une optique un peu différente, parce que quand on est dans l'entre-soi de l'éducation thérapeutique, de l'asthme et des allergies, on a toujours un peu des habitudes communes. Et donc c'est vraiment très intéressant d'avoir abordé la journée avec une autre vision, et notamment la vision du comportement, ce qui est pas tout à fait forcément ce qu'on a l'habitude. Nous, on a plutôt une évaluation intuitive du patient qu'on a en face de nous, et c'est pas forcément théorisé. Alors on n'est pas psychologue, il y a peut-être des psychologues dans la salle qui ont l'habitude de le théoriser, ou des gens qui sont très formés à l'ETP, parce que je discutais avec François justement, moi je me souviens pas, ça remonte à quelques années ma formation ETP, et je me souvenais pas qu'on avait abordé ces théories comme ça du comportement. Est-ce qu'il y a des questions? Pas facile hein, comme sujet. Moi j'ai bien aimé alors c'est toujours pareil, hein, il y a des choses qui frappent et d'autres qui frappent un peu moins, mais j'ai bien aimé l'espèce de moment en fait de Combi, là où il y a une espèce de moment quoi, où il faut à la fois le comportement, la motivation, l'espèce de truc il y a un moment qui fait que ça change un peu le timing du patient et qu'on essaye d'organiser comme ça. Et j'étais assez sensible à cette théorie, mais c'est très personnel. Alors je sais pas, après, toi tu as pas mal travaillé dans le tabac aussi, je sais pas si ces théories, elles sont autant utilisées que ça dans les objectifs de prise en charge de l'addiction, parce que c'est pareil, l'addiction, alors je mélange un peu tout, hein, mais dans les XAPA, toutes les addictions sont mises un peu ensemble, et je ne sais pas si toutes les modifications du comportement sont exactement identiques, quelles que soient les addictions en fait. Alors nous, là c'est le tabac, là c'est la motivation, c'est un peu... Je ne saurais pas exactement te répondre, aussi parce que, bon, sur tabac, il y a beaucoup de publications, sur tabac et sur alcool, il y a beaucoup de publications, parce que ce sont des déterminants majeurs de la santé, ce sont les 2 premières causes de mortalité évitable. Il y a 12 millions de fumeurs quotidiens, il n'y a que quelques pourcents de la population française qui n'a jamais consommé d'alcool. Quand on est sur le sujet des drogues illicites, il y a évidemment beaucoup moins de personnes qui sont concernées par ces phénomènes, et donc il y a aussi beaucoup moins de publications scientifiques. Donc c'est un peu difficile de te répondre. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ces modèles, même s'ils ne sont pas appliqués en tant que tels, comme par exemple le modèle Combi, en tout cas je crois qu'ils diffusent parmi les professionnels de santé, notamment pour pour caler un peu un agenda thérapeutique sur l'agenda du patient. Et donc, je ne suis pas certain que des addictologues connaissent le modèle Combi, mais par contre, ils savent qu'on ne décide pas de la prise en charge avant que le patient l'ait décidé lui-même. Mais par contre, on peut, comme je le racontais à propos de Robert West, on peut vraiment, on a intérêt en permanence à allumer des clignotants dans le cerveau des personnes qui sont prises en charge pour manifester l'intérêt qu'il peut y avoir à adopter un comportement. Qui est-ce qui utilise une évaluation comportementale ou dans vos éducations thérapeutiques, ou est-ce qu'on est sur de l'intuitif en fonction du patient? Ouais, alors là, je pense qu'on a... Ah oui, on a les pédiatres. Les pédiatres, ils ont les parents en plus. Peut-être qu'ils... Vous voulez faire un commentaire sur... Non, merci. Bonjour, Luc Réfabien. Non, je suis très intéressé par votre topo, parce que j'avais jamais eu un topo aussi synthétique sur tous les modèles, et on s'aperçoit que finalement, dans l'entretien motivationnel tel qu'il a été construit, alors il a beaucoup évolué, hein. Rolnick et Miller ont posé les bases. Depuis les années 80, l'entretien motivationnel a quand même beaucoup évolué. Et finalement, il agrège un peu tous ces modèles. Et c'est très intéressant, on retrouve tout ça. Non, mon témoignage, c'est que, après avoir fait beaucoup d'ETP dans ma jeunesse, j'ai découvert l'entretien motivationnel avec un très, très, très grand bonheur, très grand plaisir, parce que c'est un
C'est pas un outil, c'est un style, c'est une philosophie de consultation. Et c'est très très puissant pour aider les patients. Ok, eh ben merci beaucoup. Merci. Ouais. Pardon Cola, j'avais pas vu que tu voulais intervenir. Ah bon, tu rendais le micro. Ok, eh ben chaque année on fait une petite enquête à Asthme Allergie. Et là on a fait une petite enquête, Dorian tu peux venir, hein. On a fait une petite enquête sur la motivation et les différentes sessions d'éducation thérapeutique. Ouais, sur l'entretien motivationnel, je me fais engueuler par Christine. On a fait une petite enquête sur l'entretien motivationnel, pardonnez. Donc on va vous redonner les résultats de cette enquête. Donc Christine Roland, qui est la directrice générale de l'association, que tout le monde connaît, Dorian Chériou, qui est notre vice-président patient de l'association. Bonjour à tous. Effectivement, comme l'a dit Gilles, nous avons réalisé une enquête auprès de vos structures. Donc, nous avons envoyé cette enquête à 124 programmes de TP asthme, adultes et enfants, mois d'avril, fin avril, et nous avons obtenu 31 réponses. Donc, ça nous interroge aussi peut-être sur la manière de communiquer entre nous et je vais vous montrer qu'on a aussi des solutions à apporter. Alors, les questions posées, on va faire vite, c'est réalisez-vous des entretiens motivationnels avec vos patients ? Donc, ça fait tout à fait le lien avec l'intervention d'Olivier. Donc, oui, dans 58% des cas. Donc, c'est plutôt un bon chiffre. Hein. Même, on s'attendait peut-être à avoir du 100%, mais je crois que c'est un petit peu compliqué dans la mesure où ça peut prendre du temps parce qu'il n'y a pas toujours de formation à cet entretien motivationnel. Donc, on voit que globalement, ceux qui ont été formés réalisent cet entretien. Et il y a également beaucoup d'apports du psychologue lorsque le psychologue est présent dans la structure, ce qui est le cas dans 3/4 des cas. Donc c'est intéressant aussi, même si les psychologues ne participent pas systématiquement au programme d'éducation thérapeutique. Et toi, Dorian, à Tours, tu as une psychologue qui intervient régulièrement. Oui, tout à fait. Ça marche pas. Hop. Tout à fait. On a une psychologue, Carole, qui est juste en face de moi à midi précisément. Et effectivement, c'est une richesse incroyable de l'avoir parce que nous, on a un atelier, alors qu'on peut mélanger les patients, c'est-à-dire il y a des asthmatiques, des BPCO, pas encore les fibrosés, mais des patients apnéiques notamment. On a des patients qui ont des dilatations des bronches. Et il est vrai que sur cette partie gestion des émotions, c'est un vrai plus qui a été apporté à nos ateliers qui durent 2 heures, ces ateliers sur la gestion des émotions, d'avoir une psychologue, parce que nous, on le faisait avec Delphine, qui est à peu près à 11 heures, un petit peu plus décalé. On le faisait, en fait, mais nous, on n'est pas formés vraiment à la psychologie. Et c'est vrai qu'avoir une psychologue qui intervient de manière très régulière à ces ateliers, ça change beaucoup de choses, notamment sur la qualité de ces ateliers et aussi sur le ressenti que peuvent avoir les patients face à l'acceptation de la maladie, parce que c'est là aussi, c'est toujours pas simple de mettre des mots sur quelque chose qui devient ou qui est chronique. Merci Dorian. Alors, pour faire venir les patients en éducation thérapeutique, encore faut-il que les structures soient connues.
On sait à travers différentes enquêtes que l'on a pu réaliser, à travers vos témoignages, etc., que le recrutement n'est pas toujours simple. Il y a des structures pour lesquelles ça marche formidablement bien, avec des centaines et des centaines de patients chaque année qui sont accueillis en éducation thérapeutique, et puis d'autres structures pour lesquelles c'est beaucoup plus compliqué et qui peinent justement à recruter des patients. Donc, on a décidé de créer un annuaire interactif qui s'appelle Réseau AA, donc pour Réseau asthme et allergie, qui est un outil, parce que vous allez me dire, des annuaires, on peut en trouver, vous avez Doctolib, vous avez... Non, là, c'est vraiment... certifié par Asthme et Allergie, donc c'est vos informations qui nous sont communiquées et que nous-mêmes mettons à la disposition des patients. Donc c'est pour les patients, ça va véritablement, enfin c'est véritablement, parce que ça y est, il existe, une recherche facilitée grâce à des critères qui vont être pertinents. C'est-à-dire savoir si on recherche pour un programme pour adultes, pour enfants, une école de l'asthme, une école de l'allergie alimentaire. Et puis il y aura d'autres structures à venir également. Et puis ça permet également de géolocaliser dans un rayon autour du patient que celui-ci définit lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'il cherche autour de lui à 10 km ou à 20 km ou à 25 km selon ce qu'il est prêt à réaliser comme déplacement. Et pour les structures d'éducation thérapeutique, c'est un référencement qui est facile, qui est facilité via un formulaire très simple que vous pouvez envoyer à l'association, à Caroline, comme d'habitude, Caroline Hautement, qui est là-bas, voilà, que la plupart d'entre vous connaissent. Levez bien la main pour ceux qui ne vous connaissent pas. Voilà, c'est Caroline. Et je vais vous montrer à quoi ressemble Réseau Asthme. Donc, ça c'est la page d'accueil du réseau, et on va tout de suite faire une démonstration en espérant que ça marche, parce que généralement les démonstrations, c'est le jour où on cherche à les faire que ça ne fonctionne pas. Ah si, alléluia. Voilà. Donc, là, c'est véritablement ce que verront les patients. Donc, bienvenue sur le réseau. L'annuaire des professionnels et des structures d'éducation thérapeutique qui ont été déclarées auprès des agences régionales de santé pour les asthmatiques et les allergiques. Là, je vais vous montrer la recherche. Ensuite, nous avons mis un certain nombre d'outils ou d'informations qui sont utiles pour les patients. Voilà, conçus par Asthme et Allergie, et la possibilité d'adhérer ou de faire un don. Ensuite, type de structure recherchée. Donc la personne va cliquer là, école de l'asthme par exemple, ou on va dire, allez, on est à Paris, alors on va dire Paris, France, sachant qu'on peut également faire une recherche par région. On a indiqué toutes les régions. Public visé, donc c'est nourrissons, enfants, adolescents, adultes. On va faire adultes. Rechercher. Voilà, école de l'asthme. Et là, vous avez les résultats qui s'affichent avec la géolocalisation. Donc effectivement, on est bien ici, on est très, très au centre de Paris, et vous avez les différentes structures qui apparaissent. Avec, on va prendre le premier sur la liste, voilà, type de structure, école de l'asthme, l'adresse, ça s'adresse bien à des adultes, le nom du médecin référent, région Île-de-France, le téléphone et l'email. Alors, pour vous, se référencer, pour les structures, facile, référencer votre établissement,
Et là, écoutez, c'est assez simple. Alors pour l'instant, on a écrit centre d'asthme sévère parce que on espère bien pouvoir offrir aux patients aussi la possibilité de trouver les centres d'asthme sévère, le nom de l'établissement, de la structure. Vous pouvez décrire l'activité de votre établissement, donc ça sera visible par les patients, le nom du médecin référent, le nom des autres personnes qui sont impliquées dans l'éducation thérapeutique, à qui ça s'adresse, s'il y a des thématiques supplémentaires que vous souhaitez mettre en avant, le type de séance collective, séance individuelle, l'adresse complète qui est bien entendu obligatoire, la région, un numéro de téléphone qui est celui qui figure déjà aujourd'hui sur la liste des écoles de l'asthme. Vous pouvez, et à ce moment-là, c'est uniquement pour nous, ajouter un téléphone privé, un email privé, ça c'est si vous le souhaitez. Vous pouvez également ajouter votre site internet lorsqu'il y en a, les horaires d'ouverture, voilà. Donc c'est quand même extrêmement simple et on vous demande d'accepter la charte des écoles de l'asthme qu'on a remis à jour, mais qui est la charte. Charte des écoles de l'asthme 2025, qui reprend les missions d'une structure d'éducation, à travers la définition un petit peu de ce qui est fait dans ces structures, la communication, le développement, les ressources humaines, les outils utilisés, etc. Donc quelque chose de très classique. Voilà. Ensuite, l'inscription nous est envoyée, la demande d'inscription, comme c'était habituellement par mail, et c'est Caroline qui recevra les documents et qui les validera. Ensuite, c'est gratuit en plus. C'est gratuit, oui. Ça arrive jamais. Et l'objectif à terme, mais on va déjà démarrer comme ceci, l'objectif à terme sera de vous donner complètement la main sur les fiches, sur vos fiches, pour si vous souhaitez communiquer, rajouter des documents, etc. Mais c'est déjà le cas, vous pouvez d'ores et déjà le faire. Voilà, donc le réseau est actif. Je voudrais revenir au... Voilà, le réseau est actif et si vous voulez vous connecter, allez vérifier qu'il n'y a pas d'erreur ou si vous souhaitez ajouter des informations, surtout vous n'hésitez pas. Voilà. Alors un outil n'a d'intérêt que s'il est utilisé. On avait deux objectifs. Le premier, c'est que il y a une communication vivante entre les écoles de l'asthme. Je pense qu'on ne sait pas qui fait quoi ni où, donc ça c'est un peu dommage. C'est toujours un peu sympa de savoir à qui on peut adresser ou à qui on peut s'adresser sur une thématique comme l'éducation thérapeutique. Je pense que l'idée d'un truc comme ça, c'est également que ce soit vivant, parce que les éducations thérapeutiques, elles évoluent, c'est pas toujours les mêmes personnes qui s'en occupent. Donc ça, il faut qu'on ait des correspondants. Et donc là, l'idée, tu voulais dire quelque chose de plus, Christine, oui ? Non, c'est... Donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, on vous sollicite peut-être tous les 6 à 12 mois pour savoir quelles sont les modifications, s'il y a une modification des numéros de téléphone, s'il y a une modification des personnes, de l'équipe, des outils, des choses comme ça. L'autre élément, c'est aussi quelque chose qu'on doit peut-être annoncer, parce que on sait que les agences sont quand même, ont pas tout à fait un timing de tous les 6 mois, donc peut-être que l'information à l'ARS, par exemple, d'Île-de-France, tout ça. Donc c'est sûr que c'est un outil qui est potentiellement intéressant pour avoir beaucoup d'informations transversales comme ça sur les éducations thérapeutiques. Oui, et puis on vous sollicite effectivement assez régulièrement pour remettre à jour la liste des écoles de l'asthme, mais là, il ne faut pas non plus que vous hésitiez à vous-même nous envoyer des informations, parce que vous avez vu, le formulaire est extrêmement simple, donc c'est fait en un clic. S'il y a des changements, si vous souhaitez communiquer sur un point précis, surtout, vous n'hésitez pas. Cet outil est à votre disposition. Et
donc on va en faire la promotion auprès du public, parce que ça c'est important. Donc il va être à partir de la semaine prochaine, parce qu'on ne voulait pas le mettre avant d'en parler aujourd'hui, hein, c'est aujourd'hui le lancement officiel, mais la semaine prochaine, il sera sur notre site internet, sur la une du site, et il est déjà en lien à certains endroits. Voilà. Oui, parce que ça, effectivement, c'est des promotions qu'on va faire, et il ne faut pas sous-estimer la quantité de personnes qui peut être touchée, parce que quand on fait des webinaires, on se dit toujours, bon, bah, ok, on fait des webinaires, on va avoir 20 ou 30 patients, mais en fait, pas du tout, hein. On a jusqu'à facilement 250 à 300 patients en direct sur les webinaires, et ensuite jusqu'à 1000 à 1500 vues. Alors vous allez vous dire, évidemment, 1000 ou 1500, ça fait pas grand-chose par rapport à la quantité de patients asthmatiques ou allergiques en France. Évidemment, ça n'a rien à voir, mais quand même, ça fait quand même du monde. C'est pas totalement anodin. Donc, on espère très sincèrement que c'est un outil qui va être. C'est pas nous, hein, en fait. Il faut vraiment que ce soit pris en main par les différents centres d'éducation thérapeutique. Parce qu'en fait, nous, on peut colliger, mais pas faire le truc, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous dis encore une fois, un outil d'intérêt que s'il est utilisé. Voilà, et on met cet outil à votre disposition. Pour revenir sur les webinaires, Gilles, on a eu 20 000 participants l'année dernière sur les webinaires, sur la totalité des webinaires. Donc ça représente quand même du monde. Ouais, c'est pas si mal, ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on essaye de rappeler aussi l'importance de l'éducation thérapeutique. Donc voilà, cet outil vous appartient également. Donc n'hésitez pas à vous en emparer, à l'utiliser, à le tester. Et puis, s'il y a des améliorations à apporter, eh bien, nous les apporterons. Hein, on est en phase de démarrage, mais il est déjà opérationnel. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va passer à un sujet intéressant et difficile. Donc, on va accueillir Marine Gosset-Voiman, qui a beaucoup travaillé sur le livre blanc de la vaccination et qui va aborder un sujet qui est celui de la vaccination, mais également celui de la façon dont on peut aborder la vaccination avec les patients. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui et de discuter de ça avec nous. Bonjour, merci de m'avoir proposé de participer aux assises de l'ETP aujourd'hui. Donc le topo, il est un petit peu en deux parties. Au début, je vais vous parler des nouvelles vaccinations qui sont sorties ces 2 dernières années. Et puis après, on va discuter de leurs acceptations. Alors, une première étude pour mettre un petit peu dans le bain. Donc, les vaccinations, c'est quand même actuellement les interventions médicales de santé publique les plus efficaces pour la protection contre les maladies infectieuses. Alors, il y a un joli papier qui est sorti l'année dernière, donc dans le Lancet, qui discute de l'impact de la vaccination sur ces 50 dernières années. Donc, on a quand même 154 millions de vies sauvées ces 50 dernières années grâce au vaccin. Donc, ça fait 6 vies par minute. Le papier, il parle des vaccinations les plus fréquentes, la diphtérie, l'hémophilus, les hépatites, l'encéphalite japonaise, la méningite A, et voilà, vous voyez, tout est noté. Donc si on s'attarde un petit peu sur les diagrammes, on voit que sur les 50 dernières années, alors, le cursus, il est... Excusez-moi. Il faut que j'appuie là. Non, je veux le petit bip. Et là, quand est-ce que vous voulez pointer? Ça marche pas. C'est bon? Non. Pour la lumière, là. Bon, en fait, c'est pas grave, je vais faire ça. Donc, vous voyez que la courbe orange, en fait, ça représente la rougeole. C'est la vaccination contre la rougeole qui a sauvé le plus de vies. Donc, le diagramme de gauche, il s'attarde sur le nombre de vies sauvées. Donc, 150 millions les 50 dernières années. Et puis, les deux autres diagrammes, ils s'accordent sur le nombre d'années sauvées, celui du milieu. Donc, on est à
On parle en billions, et celui d'extrême droite, il s'attarde sur le nombre de vies sauvées sans comorbidité en bonne santé. Donc les courbes oranges, c'est la rougeole, et vous voyez que sur le diagramme complètement à droite, les vies sauvées en bonne santé, c'est surtout la tuberculose et la polio. Voilà. Donc les difficultés actuelles, c'est... Maintenant qu'on sait ça, c'est 150 millions de vies sauvées ces 50 dernières années. Ça va être déjà l'adaptation à l'épidémiologie, bien sûr, microbienne, qui évolue au fil des années, et puis les difficultés d'adaptation des vaccins. Alors, de quel pathogène on va parler? J'ai fait le petit diagramme habituel. Aujourd'hui, on va parler du pneumocoque, de la grippe, du Covid. Le DTCP, j'en parle pas aujourd'hui, mais parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Il faut quand même s'assurer à chaque consultation que les patients sont à jour, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Alors la grippe. La grippe, c'est la 4e cause de mortalité par infection respiratoire dans le monde. En France, on est quand même entre 1 et 5 millions de personnes infectées chaque année. Presque 2 millions de consultations par an, 60 000 consultations aux urgences et un taux de létalité qui est quand même sévère, puisque sur les patients hospitalisés, on est presque à 1/5 de décès. Un coût aussi qui n'est pas négligeable, 43 millions d'euros par an. Et puis surtout, ce qui s'ensuit, c'est les complications. Au-delà de la mortalité hospitalière au moment T, c'est 8% de complications neurologiques, un quart des patients âgés qui vont perdre de l'autonomie et qui vont pouvoir être institutionnalisés probablement dans les suites, 75% de complications sur des déséquilibres de diabète, 10 fois plus de complications cardiovasculaires l'année qui suit et des complications respiratoires, notamment des surinfections bactériennes qui occasionnent des pneumonies et des prolongations d'hospitalisation. Donc c'est un véritable enjeu de santé publique et un fardeau qui est là, vous allez voir, presque toujours porté par les sujets âgés, avec une nécessité du coup d'améliorer l'efficacité vaccinale pour les plus de 65 ans. Si on regarde le pneumocoque, on a une étude rétrospective qui a été publiée sur les patients de plus de 18 ans, qui s'attarde sur les pneumopathies à pneumocoque et les pneumopathies toutes causes confondues. On voit que l'efficacité vaccinale est intéressante et on voit que 74% des pneumopathies aiguës à pneumocoque sont survenues chez les sujets de plus de 65 ans et que surtout ce qui est intéressant je trouve c'est qu'après 65 ans, plus de 45% des patients qui font une infection grave à pneumocoque n'ont pas de comorbidité. Là encore, les conséquences à moyen terme et à long terme, ça va toujours être un petit peu les mêmes. C'est la survenue d'événements cardio-respiratoires, cardiovasculaires notamment, une perte d'autonomie chez les sujets de plus de 60 ans, notamment chez les patients institutionnalisés, et une altération irréversible de la qualité de vie chez ces patients âgés. Si on regarde là le SARS-CoV-2, toujours vous allez voir le poids de l'âge avec un risque relatif de décès qui augmente considérablement, notamment à partir de 60 ans, et aussi un risque de décès qui augmente en fonction des comorbidités chez nos patients surtout respiratoires, BPCO, asthmatiques, les pneumopathies interstitielles diffuses et surtout chez le patient immunodéprimé. Alors là, le VRS. Le VRS, c'est un fardeau pédiatrique dans un premier temps. On a un RZO qui est autour de 4,5. Alors je pense que le RZO, je rappelle vite fait, c'est pour un patient qui a une infection respiratoire ou autre, il y aura 4,5 patients qui l'auront autour de lui, s'ils l'ont contacté. Si ils ont été en contact avec lui, je veux dire. Donc c'est presque 100 000 décès dans le monde, notamment chez les moins de 5 ans en 2019. Et on a une étude française bronchopique qui a été réalisée entre 2010 et 2018, qui a regardé 50 000 hospitalisations chez les patients atteints d'un VRS, dont 70% avaient moins d'1 an. Alors 89% de ces patients hospitalisés étaient nés à terme, donc ça c'est intéressant de voir que ça ne concerne pas du tout qu'un public d'enfants prématurés, et 21% de ces enfants seront réhospitalisés dans les 3 mois qui suivent cette infection, toutes causes confondues, avec une description par les parents d'un tiers d'état de stress post-traumatique au retour à domicile. Il est aussi un fardeau gériatrique que nous on connaît plus, enfin moi personnellement, à l'origine en France de 25 000 hospitalisations par an et de presque 2 000 décès.
Il y a une étude, le projet FLUVAC, qui regarde un petit peu les conséquences à moyen et à long terme et qui compare les patients hospitalisés pour un VRS et pour une grippe. Et vous voyez sur le tableau encadré en rouge que les infections aiguës, les SDRA, les admissions en soins intensifs, les prolongations de séjour sont très important dans le groupe grippe, mais encore plus dans le groupe VRS, et que aussi les patients qui seront réadmis dans les 30 jours suivants, dans les 90 jours, avec une altération de la qualité de vie, est encore plus important chez les patients qui auront contracté une infection à VRS que les patients qui auront contracté une infection grippale. Enfin, le zona, toujours le poids de l'âge, avec une incidence qui est un peu moins importante, 3 à 5 pour 100 000 personnes, mais qui occasionne quand même presque 25 000 hospitalisations pour 100 000 par an, avec là encore le poids de l'âge à partir de 60 ans, vous voyez, et puis des douleurs post-zostériennes qui vont être très invalidantes pour nos patients et qui vont concerner presque 30% des patients qui auront des douleurs qui vont durer plus d'un an. Donc une altération franche de la qualité de vie. Alors, là, vous voyez que je me suis axée sur les patients respiratoires. Les patients qui ont une BPCO ont un risque relatif sur les 5 études la citée qui est presque autour de 1,5 par rapport à la population standard. Et c'est intéressant de voir aussi que déjà la BPCO est un facteur de risque de zona et que l'utilisation de corticostéroïdes inhalés majore ce risque d'infection zostérienne, notamment chez les patients qui prennent souvent une corticothérapie orale. Et enfin, si on s'attarde encore là chez le BPCO, on s'aperçoit que 26% des patients vont présenter une augmentation des symptômes de leur BPCO, notamment une majoration de la dyspnée, que beaucoup vont avoir recours à des thérapeutiques et que 12% quand même vont faire une exacerbation de leur BPCO sur ces douleurs post-zostériennes. Si on regarde chez l'asthmatique, là on a l'utilisation des corticostéroïdes inhalés d'une étude à l'autre intervient moins sur le risque relatif de développer un zona. Par contre, le fait d'être asthmatique est un risque relatif plus important de faire un zona. Et là, si on regarde cette étude, on s'aperçoit que les douleurs post-zostériennes sont plus importantes chez les patients asthmatiques que chez les patients qui ne le sont pas, d'où l'intérêt supplémentaire de les vacciner. Alors là, on va discuter de quels patients on parle. Donc la problématique de nos patients cancéreux, qui sont principalement concernés par la vaccination, c'est la déplétion lymphocytaire T qui est dès la mise en route de la chimiothérapie, pendant toute sa durée et qui va se prolonger plusieurs mois après l'arrêt des traitements, sur un taux absolu de lymphocytes qui revient à la normale que dans les 3 mois qui suivent la dernière cure de chimiothérapie. Donc on a une difficulté en fait du coup à maintenir l'immunité vaccinale par les vaccinations qui sont effectuées même lorsqu'elles ont été effectuées avant la chimiothérapie. On a en plus en plus de patients qui sont sous immunosuppresseurs, que ce soit des corticoïdes ou des biothérapies. C'est une population qui est en constante augmentation. Souvent, ces patients, ils sont déjà à risque de fait de leur pathologie et les thérapeutiques qu'on leur propose majorent le risque de moins bonne réponse à la vaccination et ça diffère d'un traitement à l'autre et du moment d'injection du vaccin. Donc c'est très important avant de commencer un traitement immunosuppresseur de bien regarder les vaccinations des patients pour essayer de limiter les infections qu'on aurait pu prévenir avant la mise en route des traitements. Je rappelle que les vaccins vivants sont contre-indiqués chez les patients immunodéprimés et qu'une immunodépression, ça arrive vite. C'est considéré déjà à partir de 10 mg par jour d'équivalent prédnisone 2 semaines de suite. Donc ça va très vite. Alors, le pneumocoque, quand vous regardez les infections à pneumocoque, le fait d'utiliser des corticoïdes, c'est une majoration de risque de pneumocoque. Le fait de consommer de l'alcool quotidiennement de façon abusive, ça majore aussi le risque d'infection à pneumocoque. Et vous voyez que l'immunodépression, on est entre 20 et 50 fois plus de risque d'infection à pneumocoque. C'est quelque chose qu'on va retrouver chez tous les agents infectieux. La grippe, 4 fois plus d'hospitalisation que dans la population générale. Le SARS-CoV-2, on est à 2,1 fois plus avec une mortalité qui s'accélère franchement 4 fois plus. Pareil pour le VRS et pour le zona. Alors comment vacciner nos patients? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer aujourd'hui en 2025? Donc on a, grâce à la vaccination, pas beaucoup de problèmes de tolérance, une bonne efficacité globalement. On regarde l'efficacité vaccinale, c'est toujours au-delà de 70%. Une sous-prescription, alors ça c'est de notre faute. Est-ce qu'elle est liée à une sous-estimation du risque infectieux?
Il va falloir travailler là-dessus. Donc déjà, la vaccination contre la grippe, elle a un objectif principal, c'est de prévenir les formes graves et les décès plus que la morbidité. Il faut une couverture d'au moins 75% pour essayer de limiter cet effet-là. Actuellement, on a un vaccin disponible qui est inactivé, qui est quadrivalent et dont l'objectif est la prévention d'environ 50% sur les hospitalisations pour une infection grippale. À noter que jusqu'à l'année dernière, on avait un vaccin plus dosé pour la grippe et qui n'est plus commercialisé depuis cette année. Évidemment, il ne faut pas oublier les mesures associées qui sont les règles hygiéniques de base, la cocooning thérapie, vacciner l'entourage, associer le port de masque, se laver les mains et traiter les patients contacts par oseltamivir. Le pneumocoque, jusqu'à 2023, on avait un schéma thérapeutique en double dose. On vaccinait les patients par le Prevnar. 8 semaines plus tard, on répétait le pneumovax. Et 5 ans plus tard, on pouvait reproposer le Prevnar 13. Donc là, si vous avez un patient qui a été vacciné déjà 2 fois par le Prevnar 13 et par le pneumovax, 5 ans plus tard, vous pouvez lui proposer un Prevnar 20. S'il a déjà été vacciné contre le Prevnar 13 uniquement 1 an plus tard, vous pouvez lui proposer le Prevnar 20. Et enfin, s'il a reçu que le Prevnar 13, 1 an plus tard, vous pouvez lui proposer le Prevnar 20. On n'a pas encore de recommandations chez les patients qui sont novices de Prevnar 20, pour qui vous avez juste fait le Prevnar 20. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation sur les 5 ans plus tard. Ça va venir, je pense. Une étude intéressante, l'étude Capita, qui regarde un petit peu l'effet vaccinal du Prevnar 13. Donc, on voit que l'efficacité vaccinale est beaucoup plus importante chez les patients qui ont une infection invasive à pneumocoque, notamment les méningites, avec une efficacité vaccinale qui avoisine les 75% pour les infections invasives et les 45% pour l'infection à pneumocoque. Alors en effet, c'est un enjeu économique majeur, puisque si vous regardez juste l'Europe, on est à 10 milliards d'euros par an, avec des coûts directs qui sont liés à l'hospitalisation, aux médications, aux soins ambulatoires qui avoisinent les 6,4 milliards d'euros. Mais on oublie souvent les coûts indirects qui sont liés aux arrêts de travail, qui avoisinent les 4 milliards d'euros. Alors là, ça c'est l'état des lieux triste, je trouve. On n'est même pas à 10% de couverture vaccinale du pneumocoque en France. Sur les patients qui sont respiratoires, on est à peine 15%. Et sur les patients qui ont des comorbidités plus classiques, telles que cardiopathie, diabète, insuffisance rénale, on avoisine les 5%. Et chez le patient immunodéprimé, on est tout juste à 10% de couverture vaccinale. Alors qu'on vient de voir que l'efficacité vaccinale pour les infections invasives, elle avoisine quand même les 70%. Pour la vaccination anti-SARS-CoV-2, donc on a plusieurs vaccins qui ont été mis sur le marché. Le seul qui est commercialisé aujourd'hui, c'est le vaccin de Pfizer, le Comirnaty. On a eu aussi des vaccins à vecteur viral, le vaccin AstraZeneca qui n'est plus commercialisé, le vaccin de chez Janssen qui n'est plus commercialisé non plus, le vaccin de Novavax qui a été fusionné avec celui de Sanofi qui ne sont plus vaccinés non plus, et le vaccin de Valneva qui n'est jamais arrivé jusqu'en France. Donc aujourd'hui, le seul vaccin que vous pouvez proposer, c'est le Comirnaty, sur des raisons de simplification de réseau en fait. Donc le dernier message de la DGS, il est assez classique, il n'y a pas de nouveauté. Il faut vacciner tous nos patients de plus de 65 ans. Les patients qui sont très âgés, au-delà de 80 ans ou qui sont immunodéprimés, on peut leur proposer une vaccination tous les 6 mois. Il faut vacciner les femmes enceintes, il faut vacciner les patients immunodéprimés. Il faut essayer de vacciner les soignants, en priorité, notamment ceux qui travaillent dans les EHPAD, dont la mortalité des patients est la plus agressive. On est quand même à 90% de mortalité chez le patient de plus de 90 ans. Et puis de vacciner les patients qui vivent avec des patients immunodéprimés. Le vaccin VRS, donc on a 2 vaccins VRS qui sont commercialisés aujourd'hui. On a le vaccin de chez GSK qui s'appelle l'Arexvy, qui une autorisation de l'HAS, mais toujours pas de remboursement malheureusement chez les patients de plus de 75 ans sans comorbidité, et chez le vaccin de plus de 65 ans qui a des comorbidités, avec une efficacité vaccinale de 82% et de 94% sur les infections agressives. On a un autre vaccin qui a été commercialisé par Pfizer qui s'appelle l'Abrysvo, qui est proposé pareil que l'Arexvy chez le patient de plus de 65 ans sans morbidité et plus de 60 ans avec comorbidité et plus de 75 ans comorbide, et qui n'est pas non plus remboursé, mais qui est remboursé chez la femme enceinte autour de 30%. Donc cette vaccination, elle est proposée au dernier trimestre de grossesse.
pour protéger en fait le nourrisson. Je sais que c'est pas le sujet, mais je voulais quand même faire une petite place sur les anticorps monoclonaux. On a le Beyfortus qui est sorti en 2023, qui a été proposé pour les enfants à la maternité, dont l'idée était d'immuniser ces nouveau-nés lors de leur première saison de circulation du VRS. Donc, c'était si la maman n'avait pas été vaccinée. Pour les 3 situations suivantes, je trouvais ça quand même intéressant de rappeler que cette immunisation par Beyfortus, elle est à privilégier par rapport au vaccin. Alors déjà, si la maman accouche de façon prématurée, c'est-à-dire si elle a reçu le vaccin dans les moins de 14 jours avant d'accoucher, donc on suppose que l'enfant ne sera pas immunisé correctement. Dans le cas d'une nouvelle grossesse, c'est une maman qui a été précédemment vaccinée parce qu'on n'a pas d'études, en fait, on n'a pas de retour là-dessus. Et pour les familles immunodéprimées, là encore, parce qu'on n'a pas de retour là-dessus. Alors, vaccination VRS chez la femme enceinte. Là, il s'agit de tableaux qui portent sur les effets indésirables. On voit qu'on a... Quand on compare le placebo contre le vaccin et les effets indésirables de la maman, il n'y a pas plus d'effets indésirables dans le groupe placebo que dans le groupe vaccin. Et si on regarde le nourrisson jusqu'à 1 an de vie, il n'y a pas plus d'effets indésirables non plus dans le groupe placebo que dans le groupe vaccin. La courbe de droite, elle s'intéresse aux âges et au poids des mamans, placebo versus vaccin. Et là encore, les effets indésirables sont comparables. L'efficacité vaccinale, vous allez voir que les courbes partent d'elles-mêmes. On a un gros essai qui a été fait entre 2020 et 2022. Donc, les femmes enceintes ont été incluses entre 24 et 36 semaines d'aménorrhée sur des grossesses non à risque. Elles ont reçu une dose de vaccin versus une dose de placebo. Et le critère de jugement principal, c'était les infections respiratoires basses à VRS sévère chez le nourrisson. Donc, si vous voyez les 2 courbes à gauche et à droite, vous voyez que l'efficacité vaccinale est majeure chez ces patients. Les vaccinations contre le zona. Donc, on a un nouveau vaccin qui est sorti l'année dernière, le Shingrix, qui remplace l'ancien vaccin qui n'est plus commercialisé d'ailleurs, sur la réserve du fait que l'immunité est plus longue et que les anticorps produits sont plus longues et meilleurs que l'ancien vaccin. Donc, elle vise l'adulte immunocompétent de 65 ans et plus, ou bien la personne de 18 ans immunodéprimée ou comorbide. Le schéma, c'est une première dose à M0, puis une deuxième dose à M2. 3 petits cas spéciaux en dessous. Si vous avez un patient qui doit recevoir un traitement immunosuppresseur, vous pouvez raccourcir l'intervalle entre les 2 vaccins à 1 mois. Et il faudrait que le deuxième vaccin ait lieu 14 jours avant le début du traitement immunosuppresseur. S'il a déjà eu, s'il vient d'avoir le zona, vous pouvez vacciner juste une fois que la symptomatologie du zona est vaccinée. Et s'il a reçu l'ancien vaccin, le Zostavac, jusqu'à avant 2024, vous pouvez attendre 1 an pour lui proposer le Shingrix. Pardon. Et là encore, on a une efficacité vaccinale qui avoisine les 80%, notamment chez nos patients respiratoires. Alors enfin, les défis de la vaccination. Alors, on s'aperçoit qu'en fait, la vaccination, elle inquiète depuis qu'elle est d'actualité, entre guillemets. La première vaccination contre la variole en 1780 montrait déjà des réticences envers la population. Ça s'est accentué pendant le Covid sur le fait de ne plus avoir cette liberté vaccinale. Ça s'est accentué jusqu'aux patients, jusqu'aux gens qui s'en occupent, c'est-à-dire qu'on a une vraie aussi défiance vaccinale auprès des soignants. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos services, mais moi je dois être autour de 30% de vaccinés chez mes soignants. On a en outre-Atlantique des défiances qui sont encore plus inquiétantes puisque on a un ministre de la Santé qui n'est pas du tout pour la vaccination et qui est en train de réduire le budget recherche pour la vaccination avec déjà un nombre de rougeoles qui s'accentue aux États-Unis. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir pourquoi les patients sont inquiets, pourquoi les soignants sont inquiets quant à la vaccination. Alors, il y en a qui pensent qu'il y a une toxicité des vaccins, qui pensent que le vaccin est dangereux envers lui-même. Donc, c'est intéressant en fait en discutant avec les patients de regarder un petit peu dans quelle catégorie on peut les classer, si j'ose dire. Donc, il y en a qui pensent que ces vaccins sont toxiques, qui se servent de l'exemple individuel à titre de preuve. Donc, ils vont parler de leur voisin qui a fait un AVC 15 jours après, donc ils vont faire ça d'une généralité. Il y en a qui ont plutôt un
un profil complotiste qui rejette de façon complète de toute façon les données scientifiques à la solde des gouvernements et des big pharma. Il y en a qui vont pas trop croire à tout ce qui est scientifique, donc ils vont privilégier les substances naturelles qui vont penser plus efficaces et moins toxiques. Et puis il y en a qui sont dans le négationnisme total en pensant que les vaccins n'ont jamais joué aucun rôle dans la disparition des maladies infectieuses. Donc comment on peut faire pour essayer de s'adapter à ces patients? Alors déjà, faut essayer de rentrer le plus dans ce projet d'éducation thérapeutique et de sortir de ce rôle de sachant qu'on a et de privilégier la conversation pour les faire adhérer au projet et que cette adhérence soit sur un projet commun soignant-soigné. Donc on essaie de discuter, de communiquer sur les incertitudes et des risques, mais également sur l'innocuité et les bénéfices de la vaccination. Le plus difficile, en fait, c'est de lutter contre les surabondances d'informations sur les réseaux sociaux. Et puis, on a aussi une population qui est inquiète parce qu'elle est allergique, mais elle peut être allergique au pollen et elle va faire l'amalgame sur l'allergie au vaccin. Donc, c'est intéressant d'essayer de croiser le regard de l'allergologue à ces patients et d'essayer d'avoir des consultations en allergologie, même si on sait que c'est pas facile. Mais il y a une belle étude qui a été faite sur le taux des vaccinations des patients allergiques qui ne souhaitaient pas être vaccinés et qui, après avoir rencontré leur allergologue, on gagne presque 50% d'adhésion à la vaccination. Donc il faut essayer de les faire se rencontrer lorsque c'est le risque allergique qui les inquiète. Il faut essayer de renforcer la motivation individuelle dont vous parliez tout à l'heure, avec un dialogue ouvert et transparent qui peut se baser sur des chiffres. Parce que certains vont penser que le risque d'infection ne les concerne pas ou bien qu'il est faible et donc il faut essayer de discuter là-dessus. Certains vont douter de l'innocuité du vaccin, donc là ça peut être intéressant de leur montrer des petites plaquettes avec des chiffres phares pour essayer de les rassurer. Il y a les croyances religieuses aussi qui peuvent intervenir. Donc essayer de faire parler les patients sur leurs croyances, essayer de leur montrer qu'il y a des choses qui se basent uniquement sur la croyance, mais qu'il y a des choses qui peuvent être déviées autrement. Et puis, il y a aussi des gens, comme on a dit tout à l'heure, qui manquent de confiance sur le système de santé. Il faut aussi que la vaccination elle soit accessible parce qu'il y a des patients qui vont vous dire qu'en fait ils veulent pas se faire vacciner, mais c'est qu'en fait pour eux c'est très compliqué. Donc il faut les rassurer et puis il faut rendre cette vaccination accessible, qu'elle soit via leur IDE habituel dans le cabinet d'infirmière sur lequel ils ont l'habitude d'y aller, que ce soit à la médecine du travail, que ce soit à leur pharmacie qui est au coin de la rue ou bien que ce soit dans le cabinet du médecin traitant. En tout cas, il faut essayer de les rassurer sur le lieu habituel dans lequel ils ont l'habitude d'aller pour les vacciner à cet endroit-là pour que ce soit facile. Parce que si en plus c'est difficile, ils vont encore moins y aller. On peut aussi leur proposer en consultation, moi je propose souvent ça, des petites plaquettes qui sont assez explicatives où ils vont, en sortant de la consultation qui est assez rapide, souvent malheureusement entre 20 et 30 minutes, ils peuvent sortir avec ces petites plaquettes, pouvoir réfléchir à la maison, en rediscuter avec leur famille et puis les revoir à la consultation d'après pour essayer de rediscuter sur la vaccination. Puis après, le relais il peut être fait aussi par le pharmacien, par l'infirmière, par tous les gens qui sont autour de lui et qui peuvent s'en occuper. Et puis enfin, il faut utiliser aussi ces réseaux sociaux qui souvent nous desservent pour essayer de promouvoir la vaccination. Pendant le Covid, il y a eu des publicités faites par les artistes. Vous voyez la Michelle Obama qui se fait vacciner. Et puis nous aussi, il faut qu'on montre l'exemple. Il faut qu'on se fasse vacciner dans les services pour montrer que nous aussi, on n'a pas peur du vaccin et qu'on pense que c'est utile. Et puis, il faut aussi se servir des expériences des patients repentis, entre guillemets, si j'ose dire, qui ont pu réfléchir et qui ont, par une motivation individuelle ou collective, réussi à changer d'avis et expliquer pourquoi ils ont changé d'avis et ce qui les a déterminés dans leur changement de motivation. Voilà, donc tout ça c'est pour éviter les opportunités manquées. Alors, la plupart en fait des opportunités manquées, elles sont de la faute des soignants. C'est que souvent, on perçoit à tort les médecins en premier, puisque c'est nous qui le prescrivons, les IDE, les pharmaciens, certaines situations ou des circonstances comme une contre-indication à la vaccination. Donc il faut essayer de rassurer les gens qui doivent promouvoir la vaccination pour rassurer les patients. Parce que si les patients ils ont 2 discours différents, voire 3, ils vont être perdus. Et puis alors là, c'est sûr, ils vont pas adhérer parce qu'ils vont avoir peur. Parce que si nous, on a peur, eux, forcément, ils auront peur. Donc il faut rassurer les soignants, les pharmaciens, sur le fait qu'un traitement antibiotique en cours, une phase de convalescence de la maladie, une exposition récente à un agent infectieux, des antécédents d'allergie à la pénicilline ou d'autres allergies qui ne sont pas vaccinales, des antécédents familiaux de crise d'épilepsie, de mort subite du nourrisson ou bien une maladie neurologique stable n'est pas une contre-indication à la vaccination. Parce qu'à chaque fois que
on propose ça aux patients, et ben on manque l'occasion de vacciner son patient. Et puis, il faut faire le point à chaque consultation, que ce soit une consultation avec une IDE, une consultation avec un pharmacien, avec un kiné, avec le médecin. À chaque hospitalisation, il faut dire à son patient où est-ce que vous en êtes sur la vaccination. Il faut profiter des hospitalisations pour faire des mises à jour vaccinales. Même lorsque les patients sont infectés, c'est pas grave. Ils peuvent venir pour une bronchite à hémophilus, et puis on peut quand même les vacciner contre le Prevnar, mais faire la mise à jour de la vaccination antigrippale, anti-SARS-CoV-2, faire le Répévax, enfin proposer toutes les vaccinations durant l'hospitalisation pour être sûr que ça va être à peu près cadré. Enfin, les messages à retenir, c'est que tous nos patients que l'on suit en pneumologie sont des patients à risque de faire une infection respiratoire grave. Donc les vacciner, c'est les protéger. Qu'il faut s'adapter régulièrement à l'épidémiologie de la vaccination. Donc les vaccinations antigrippales et anti-SARS-CoV-2 changent tous les ans. Il y a une adaptation annuelle qui est faite, il faut le rappeler aux patients. On a le Prevnar 20 qui est sorti l'année dernière. On a 2 vaccins contre le VRS qui sont très efficaces, qui sont recommandés maintenant par l'HAS, mais on attend le remboursement parce qu'on est quand même sur un coût de 300 €, donc on n'a quand même pas beaucoup de patients qui peuvent se l'offrir. Je pense qu'il faut quand même en parler aux patients. Après, c'est eux qui ont le choix de dépenser leur argent où ils veulent, mais pour ceux qui peuvent se l'offrir, c'est quand même bien. Et puis, on a cette vaccination anti-zostérienne aussi qui marche très bien, notamment sur les douleurs post-zostériennes. Alors, évidemment, tous ces vaccins, ils ne sont pas utiles s'ils ne sont pas prescrits. Donc, il faut motiver les prescripteurs, il faut motiver tous les soignants qui s'en occupent, les cabinets infirmiers, les pharmaciens, les kinés, pour qu'à chaque fois, on puisse en parler. Et il faut se servir de l'éducation thérapeutique pour communiquer, rassurer et sortir de cette relation soignant-soigné pour qu'il y ait une véritable collaboration qui se crée entre nous et eux pour faire adhérer le patient à la vaccination. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous rappelle qu'on a un nouveau guide pratique qui est sorti cette année. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Je pense que c'était presque une séance de motivation à la vaccination. En fait, je ne sais pas s'il y a un avant-après. En tout cas, moi, je trouve que la première slide sur le Lancet est quand même percutante et ça permet de réfléchir. Mais je suis assez d'accord parce que quand j'ai vu la diapo, je me suis dit, en fait, on oublie finalement, comme c'est tellement rentré la vaccination, on oublie que ça sauve des vies. Et par contre, la diapositive avec 15% des asthmatiques sévères vaccinés contre le pneumocoque... ça nous fait nous remettre en question, parce que c'est quand même de notre faute en partie. Voilà. Voilà, et moi je sais que je ne suis pas très bon dans les consultes sur la vaccination, donc j'ai la chance d'avoir une IPA dans le service, et je lui ai dit tout de suite qu'il fallait qu'elle fasse gaffe aux vaccinations, parce que moi j'étais pas très bon. Alors, on a été un peu mou ce matin là dans l'Assemblée quand même, hein, donc est-ce qu'il y a des questions? Alors on n'est pas en avance, mais on va quand même prendre un petit peu de temps, parce que quand même, c'est... Heureusement qu'il y a les pédiatres. Hein. Alors. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, juste un petit témoignage. Ouais, j'ai découvert récemment qu'avant la Première Guerre, tous les médecins généralistes avaient dans leur sacoche de médecin une boîte pour faire des trachéotomies. Parce que la diphtérie était très fréquente et ils faisaient des trachéotomies pour sauver les diphtéries. Mais pour votre topo, moi j'avais 3 remarques concernant l'asthme et les infections. La première, c'est que le risque pneumologique respiratoire de la grippe n'est pas seulement la pneumonie, mais aussi la crise d'asthme. Et que ça, une des raisons pour lesquelles on vaccine, c'est aussi pour protéger des crises d'asthme. Mmh. Deuxièmement, je ne suis pas sûr que les corticoïdes inhalés, en tout cas chez l'enfant, soient facteurs de risque d'infection. Non, justement, ils ne le sont pas dans l'asthme. On est d'accord, que les choses soient très claires. Mais ils le sont dans la BPCO. Après, je n'ai pas tout fouillé, honnêtement, pour savoir pourquoi, du comment. Mais dans l'asthme, ça n'a pas été justement décrit. Et puis la troisième chose, que les choses soient claires aussi, les biothérapies qu'on utilise dans l'asthme ne sont pas les mêmes que dans le cancer. Et sur vos slides apparaissent souvent les biothérapies, c'est les biothérapies cancer. Oui, pas les biothérapies asthme, qui elles sont absolument pas pourvoyeurs de... Et puis c'était les anti-TNF qui ne sont pas du tout sur le même profil d'immunosuppression. Oui. C'est tout. Ouais. Après, mettre des patients sous biothérapie et pas les vacciner, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé aussi, c'est dépenser 1 500 € de traitement par mois et pas dépenser 10 € contre le vaccin anti-grippe, c'est quand même dommage quand ils sont hospitalisés 3 semaines pour une grippe, quoi. Voilà. Ouais. Moi j'avais une autre remarque aussi de pédiatre sur la genèse de l'asthme et le rôle
de la grippe et du VRS, et donc pour enfoncer le clou sur l'intérêt des vaccinations avec le bénéfice à très long terme. Oui. Nous, en tout cas, je trouve que tous les patients qui sont hospitalisés pour un asthme, pour une grippe l'hiver, c'est des asthmatiques à 80%. Donc c'est quand même intéressant. Oui, merci beaucoup pour la présentation. J'aurais souhaité que vous nous rappeliez pour les patients asthmatiques, mais de moins de 65 ans, donc plus jeunes, finalement, en fonction de... est-ce qu'il n'y a que la sévérité de l'asthme qui va positionner les recommandations par rapport à la vaccination chez des patients qui sont bien contrôlés? Quelles sont les recommandations, tout simplement? Si vous pouviez les rappeler. Tout patient asthmatique, même s'il utilise de la ventoline à la demande, même avant l'effort, on doit lui proposer une vaccination antigrippale. J'ai mis asthme. Je ne suis pas rentrée dans le détail, mais j'ai mis asthme tout court. Je pense que même un asthme d'effort, il va avoir une hyperactivité bronchique sur le virus qui sera plus importante qu'un patient tout venant. Donc, c'est intéressant de le faire vacciner. Après, je ne me suis pas attardée sur les gens qui ont un asthme, les enfants et les adultes qui ont un asthme sévère. Il faut aussi insister sur la famille. Hein. Sur le fait que la famille doit se faire vacciner aussi, comme ça les immunodéprimés. Oui, Anne-Sophie. En fait, j'ai une remarque. J'ai une expérience dans les services pédiatriques et actuellement, je suis en service adulte. Et un des freins, je trouve, à la vaccination de l'adulte, c'est le manque de traçabilité. Autant en pédiatrie, on a le carnet de vaccination qui permet de voir où en est l'enfant dans sa vaccination, mais chez l'adulte, on a ce manque de traçabilité. Certains ont un carnet de vaccination, mais c'est pas les plus nombreux. Et je trouve que parfois, on sait pas trop où l'adulte en est, et lui-même ne sait pas quelle vaccination il a eu ou pas eu, il sait pas où il en est, et parfois ça peut mettre un frein justement à la prescription des vaccins. Alors souvent, c'est quand même marqué dans le dossier du patient qui est en ligne, là, vous savez. Le dossier médical partagé. C'est pas toujours bien clair. En fait. Non, malheureusement, mais de toute façon, ça, je vois pas très bien comment on va pouvoir s'améliorer là-dessus à partir du moment où... Peut-être dans les courriers médicaux, parce que c'est pas forcément ce qu'on met en avant dans nous, on le marque, moi, je le marque en consultation et je le marque en hospitalisation, mais c'est pas... Déjà, parfois, les patients, ils s'en souviennent plus. En fait, tu as l'air un peu sensibilisé à la vaccination, donc tu as peut-être des habitudes là-dessus qui sont un peu... Et puis on a créé des courriers types, en fait, où on a une case vaccination qu'on s'oblige un petit peu à remplir. Ouais. Oui, je voulais juste vous remercier pour votre présentation. Je suis infirmière en éducation thérapeutique en pédiatrie, et c'est vrai que c'est des problématiques, cette réticence à la vaccination qu'on rencontre tout le temps, et cette semaine encore, j'ai vu une maman qui est persuadée que l'asthme de son enfant a été déclenché par un vaccin. Et c'est des idées extrêmement compliquées à déconstruire sur les temps courts de consultation. Oui, c'est le problème des croyances dans la prise en charge. Oui. Puis vous savez même pas pourquoi ils croient ça. On ne sait pas s'ils se basent sur quelque chose qui les a avoisinés, si c'est une croyance religieuse, parce qu'il y a aussi le problème des cellules fétales qui ont été utilisées pour des fétales avortées qui ont été utilisées pour les vaccinations pour la fabrication de nombreux vaccins. Ça, sur des croyances religieuses, il y a des gens qui veulent plus se faire vacciner parce que on a utilisé pour l'utilisation des vaccins des cellules fétales avortées. Et ça, à partir du moment où c'est factuel, on peut rien faire en fait. Si les gens ils sont là-dedans, c'est compliqué de les faire changer d'avis. Oui. Oui, bonjour. Donc moi, je ne vais pas avoir un discours technique puisque je suis dans une association de patients. Je voulais juste partager une information. J'ai participé mercredi à un colloque du collectif Majeurs et Vaccinés. Ce collectif a pointé du doigt l'exemplarité des soignants et envisage en fait de pouvoir distribuer un badge « Je suis vacciné et vous » à toute la population libérale, tant infirmière que pharmaceutique, que médecins généralistes, de façon à promouvoir la vaccination sur les nouveaux vaccins dont vous venez de parler notamment. Et ils ont beaucoup insisté en fait sur cette exemplarité des soignants, de façon à pouvoir insuffler en fait. On n'est pas parfait non plus sur la vaccination, parce qu'on voit dans les services. On n'est même pas à 30% de couverture vaccinale. Ils en ont beaucoup parlé parce que le colloque, c'était effectivement le fait d'unifier
les politiques régionales de vaccination. Il y a des régions qui sont très en avance et puis d'autres qui traînent un petit peu la patte. Ce sur quoi ils ont insisté aussi, c'est sur le fait que pour le suivi de la vaccination des adultes, il y a un site qui est extrêmement bien fait qui s'appelle moncarnet.fr. C'est mon carnet de vaccination, je ne sais plus, je l'ai envoyé l'autre jour, mais... Pardon ? Mesvaccins.net, merci. Et alors c'est parfait parce que moi j'y suis allée immédiatement forcément, et donc vous rentrez vos pathologies, etc. et ça vous liste immédiatement les vaccins que vous allez pouvoir faire. Donc ça, je pense que ça mérite à être connu, parce que pour le coup, il y a une traçabilité de la vaccination adulte et soi-même. Enfin moi, il y a des vaccins que j'ai fait contre le pneumocoque, je ne sais même plus la date. Voilà, c'était juste une remarque en complément. Moi, j'ai juste une petite question, pareil, en tant que patiente. Pour les enfants, donc vous avez stipulé un enfant asthmatique, il faut que l'entourage soit vacciné, les parents, etc. Quand on est parent asthmatique, l'enfant, est-ce que notre enfant doit être vacciné parce qu'il fait partie de l'entourage? Et personnellement, moi, mes enfants reviennent avec toutes les bip de l'école. Et c'est très compliqué pour moi personnellement je pense que oui. Je ne sais pas si vous avez déjà un enfant qui a eu la grippe, mais une grippe pour un enfant ça peut être 8 jours à 40, une perte de quelques kilos, des vomissements, des maux de tête. Il peut passer une semaine épouvantable avec 3 semaines pour s'en remettre. Donc de toute façon j'ai envie de lui dire, vous rendez service à votre enfant en vous rendant service vous-même. On a une efficacité vaccinale qui n'est pas terrible pour la grippe, donc c'est pour ça que j'insiste sur la grippe, parce que plus vous vaccinez de gens autour de vous, donc plus ça vous marche limitez les chances les chances que ça vous arrive. Donc oui, moi je vaccinerai vous. Ça, on en parle, pareil, pour les personnes âgées, en EHPAD, les enfants donc, qui viennent rendre visite, soyez vaccinés pour vos aînés. Mais on ne parle pas trop. En fait, c'est plus facile en consultation de convaincre quelqu'un de se faire vacciner pour son entourage que de convaincre un patient de faire vacciner ses enfants pour lui-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que à partir du moment où on touche à l'enfant, les parents ils vont stresser. Alors déjà qu'ils ont du mal à adhérer à la vaccination. Alors s'il faut en plus qu'on touche à leurs enfants, c'est compliqué. Donc je vous avoue que moi j'essaie de le faire, mais j'ai souvent des patients qui me disent OK pour moi, mais on ne touchera pas mes enfants. Bon, après j'essaie de les rassurer et tout ça, mais après une consultation c'est 20 minutes, ça passe super vite. Parfois on n'a pas le temps. D'où l'intérêt de l'éducation thérapeutique justement pour que l'école de l'asthme favorise ces communications en disant qu'il faut favoriser aussi la cocooning thérapie. Et puis c'est surtout pour protéger un immunodéprimé. Une vaccination, ça ne va pas bien marcher du tout. Donc il faut vraiment éviter qu'il l'attrape. Donc il faut éviter que la famille l'attrape. Bon, on va conclure la session, faire une pause tardive. Juste un petit mot pour dire que sur la page et sur le site d'Asthme et Allergie, on a une page sur la vaccination et un accès à mesvaccins.net. Merci beaucoup. Donc on va profiter de la salle des textiles pour une petite pause. Essayez de ne pas baffrer toutes les madeleines parce qu'il est déjà midi. On fera une pause de 20 minutes et on va demander aux animateurs de la première session d'atelier peut-être de pas tout à fait aller jusqu'aux 45 minutes pour qu'on essaie de rattraper la demi-heure de retard qu'on a sur le programme. Merci beaucoup aux orateurs et aux participants et on suit avec les ateliers.